Bonjour monsieur, nous sommes aujourd'hui le 7 mai devant la maison de la radio. Est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom? Mon prénom El Kadir. Enchanté El Kadir. Merci. On vous a croisé, puis à un moment vous nous avez parlé d'un sujet que l'on entend très peu dans les informations, dont on parle très peu. Je vais y revenir avec vous dans quelques minutes. Je voudrais simplement d'abord commencer par vous demander votre avis sur le fonctionnement des médias en général et les médias publics. Je vous parle d'abord des médias publics parce que ici en France, on croyait qu'on est dans une dictature de tiers-monde. Parce qu'on ne peut pas parler des causes justes dans le monde. Et moi, par mes amis journalistes, on a préparé des sujets sur le Sahara occidental. Il était interdit de publier, sauf dans le journal du Parti communiste Luna. Ainsi que les radios sont un peu téléguidées, sauf quelques petites radios libertaires ou citoyens. Ma position qu'il faut vraiment que les médias publics être porte-voix de tous les citoyens de la République française. Merci. Je vous remercie pour votre témoignage sur les médias. Alors maintenant, nous allons nous approcher la question du Sahara occidental que vous avez mentionné. Alors, histoire quand même que chacun soit clair, par offre de transparence de votre côté, avant de nous expliquer tout le contexte un petit peu, vous pouvez nous dire votre position au moins là-dessus. Voilà, il y aura peut-être des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, mais le but du jeu, c'est de dire au moins de ce qu'on pense en premier avant d'expliquer les choses. Moi, je suis citoyen français d'origine de Sahara occidental. J'étais militant du mouvement de libération qui s'appelle le Front Polisario. Au début des années 60, après l'invasion suite de la marche du roi du Maroc sur le Sahara et l'invasion militaire, j'ai été arrêté et j'ai passé 16 ans en disparition forcée dans les bannis secrets du roi du Maroc, comme Tazamart, Karatungouna et d'autres. La question du Sahara, c'est une question de décolonisation que tout le monde le connaît, sauf le Maroc et la France. Vous croyez que le Sahara, déjà, je peux vous donner des trucs historiques, le tribunal international de la Haye a siégé en 1976 en disant que ni la Mauritanie ni le Maroc ont le droit de la souveraineté sur le Sahara occidental. Donc c'est le peuple sahraoui qui va faire un référendum pour l'autodétermination. Le référendum de détermination pour le Sahara occidental. La colonisation, les Espagnols ont partagé le Sahara entre le Maroc et la Mauritanie, peuple et surface, et en trois, les recherches de phosphate et le poisson et les autres minerais. Alors, vous pouvez rapidement quand même nous situer un petit peu le contexte géographique et peu de population du Sahara occidental pour qu'on sache Le Sahara occidental est divisé en deux régions, le Sahara de Saga al-Hamra au nord et le Rio de Oro au sud. C'est un territoire de 260 km², c'est presque la moitié de la France, peuplé de presque 1 million d'habitants. Il est situé au sud du Maroc et au nord de la Mauritanie. Il est en face des îles Canaries. Il a une petite frontière avec l'Algérie aussi. D'accord. Donc, et au niveau, donc il a un vague accès à la mer à la base dans son entité, dans le territoire historique revendiqué. Est-ce que d'ailleurs, par rapport à l'histoire, qu'est-ce qui fait que des populations sur place ne se sentent ni marocaines ni algériennes, ni même mauritaniennes, mais clairement liées à l'histoire du Sahara occidental? C'est le peuple sahraoui qui a déjà négocié des accords avec le colonisateur espagnol en 1984, pendant que le Maroc était un État indépendant qui à part entière. On a signé des accords, certaines aussi invasions espagnoles, et puis on est resté colonisé par les Espagnols 100 ans. Pour ça, le Sahara occidental est dirigé maintenant, il est colonisé
moi je me dirais il est colonisé par la France par l'intermédiaire du Maroc. Parce que c'est le Maroc, c'est la France qui soutient le Maroc depuis 42 ans au niveau du Conseil de sécurité pour qu'il ne prenne pas une position en faveur de la libération du Sahara occidental. Est-ce que le fait que le Maroc actuellement par exemple s'aligne sur des positions très françaises, notamment avec le conflit en Syrie ou les relations avec les pays d'Arabie Saoudite ou du Qatar, ou les positions vis-à-vis d'Israël, tout ça, c'est cette géopolitique qui serait similaire, ça explique cet alignement marocain sur celui de la France. Le régime marocain, il n'est pas, depuis son soi-disant indépendance, la France n'est pas partie du Maroc. Donc le régime marocain, il prend ses pensées, ses idées à l'Élysée. Et la France aussi soutient le Maroc pour une cause, parce que sur le Sahara occidental, pour qu'ils gardent le Maroc comme ils veulent, et puis ils croyaient qu'il va énerver l'Algérie parce qu'ils n'ont pas encore avalé la guerre d'Algérie. Alors le conflit justement entre l'Algérie et le Maroc sur le sujet du Sahara occidental, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une base de légitimité pour l'une des deux entités sur la base de l'histoire? Le Maroc a des problèmes avec tous les pays qui soutiennent le Sahara occidental. L'Union africaine, le sud de l'Afrique, le Venezuela, tous les pays, et même l'Algérie. Mais le problème entre le Maroc et l'Algérie, parce que l'Algérie nous a soutenus depuis 73, comme il soutient tous les peuples. Alors je vous arrête 2 secondes parce que moi je découvre en même temps que vous, avec vous, ce conflit. Ça signifie qu'en fait l'Algérie ne revendique pas le Sahara occidental, mais revendique l'autodétermination du Sahara occidental. L'Algérie soutient le peuple sahraoui. D'accord. Mais il n'a aucune revendication sur le Sahara occidental. Il nous a soutenus à tous les niveaux, comme il a soutenu le Timor oriental ou l'ANC contre l'apartheid. D'accord. Et le Maroc actuellement, qu'est-ce qu'il perdrait en termes de, vous disiez du phosphate dans les minerais, mais sur le plan géologique ou hydrique, il y a quelque chose à perdre pour le Maroc? Le Maroc, il n'a rien à perdre. Mais la monarchie marocaine a eu des problèmes avec son peuple. Donc il va le maintenir dans une guerre étrangère pendant tout le temps. Il a fait Mohamed V, Hassan II et Mohamed VI. Et Hassan III, il va faire la même chose. Il faut absolument que le peuple marocain reste en guerre avec d'autres pour qu'il garde la royauté et que l'armée soit éloignée. Et c'est à cause de ça qu'il a envoyé le Sahara. Et lorsque vous discutez avec des Marocains sur ce sujet, ou même des gens de Mauritanie ou d'Algérie qui peuvent avoir donc un avis un peu plus éclairé, quel est leur sentiment? Est-ce que comment eux verraient ce conflit se résoudre le plus intelligemment possible? Les Marocains, il y a des partis marocains comme Naj Démocratie et toutes les associations de droits de l'homme sont pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Les Marocains sont mobilisés sur cette question parce que le régime l'a mis dans ce sens-là. Et donc, mais quand même, j'ai beaucoup d'amis marocains qui reconnaissent l'indépendance du Sahara occidental. Les Algériens et les Mauritaniens soutiennent le peuple sahraoui. Et donc, dans toute la région, le Maroc est isolé. Il était même isolé dans l'Afrique. Et maintenant, même il est isolé en Europe parce que le tribunal de justice européen a dit que le Sahara et le Maroc sont 2 pays voisins. D'accord. Et vous pouvez nous dire un petit peu quand même au niveau de la population, quels sont les repères culturels, religieux, ethniques qui sont liés à cette partie du monde? Le peuple sahraoui, c'est un peuple nomade jusqu'à les années 30, de religion musulmane. Il a une langue très proche de l'arabe classique qui s'appelle al-Hassaniya. Ils ont un folklore, ils s'habillent différemment des Marocains et des Algériens. Ils ont beaucoup de relations de la partie nord de la Mauritanie qui s'appelle aussi, ils ont les mêmes habitudes, les mêmes cultures, les mêmes chants, les mêmes danses et les mêmes fêtes de mariage et d'autres. Sur le plan politique, on peut, vous avez comme ça des noms en tête de gens qui sont de bons diplomates
et qui cherchent à défendre l'intérêt de leur pays et qui ont peut-être même une vision économique qui favoriserait cette indépendance, puisque c'est aussi des problèmes économiques qui sont souvent soulevés par les opposants. Il faut connaître que le Polisario, le peuple sahraoui a créé un État en 1976, juste après le départ des Espagnols. C'est un État qui est à part entière membre à l'Union africaine, qui est reconnu comme membre observateur aux Nations Unies par son mouvement d'indépendance, le Front Polisario. Et là, il a vraiment un ministère de l'économie et il a tout un plan pour un État qui va commencer comme tous les États normaux. Et il a une monnaie nationale distincte du Maroc et... Oui, et là, le peseta sahraoui, il n'est pas en fonction parce que nous, une grande partie, on vit sur des campements de réfugiés en Algérie et donc on utilise là-bas le dollar, l'euro, le dinar algérien et le peseta sahraoui. D'accord, donc il y a en fait plusieurs monnaies nationales qui servent à faciliter les échanges, mais avec une volonté d'instaurer une monnaie nationale pleinement effective. Et donc maintenant prenons l'accent français dans tout ça, puisque nos charmantes élites politiques ont une façon de traiter avec l'Afrique qui n'est pas forcément celle à laquelle la plupart des gens aspirent. Simplement, quelle est la partie française historiquement et à la fois en même temps dans les intérêts défendus aujourd'hui? Je dirais que la France, depuis le président Giscard d'Estaing, avec le ministre des Affaires étrangères américain Kissinger, ils ont poussé le régime espagnol après la mort de Franco et le régime marocain, de l'un de sortir de Sahara, l'autre de l'occuper. Et depuis, pendant certains moments de la guerre, M. Giscard d'Estaing nous a bombardés en expérience de ces avions de Jaguar qui ont été blessés, qui nous a bombardés, qui sortent de la base de Dakar. Tous les régimes français soutiennent le Maroc. On a des amis, on a des associations, quelques partis qui reconnaissent l'indépendance. Mais l'Élysée et le Quai d'Orsay, ils parlent vraiment de l'autodétermination du peuple sahraoui. Et sur la table, il fait le contraire. Parce que il bloque toujours de ne pas passer à la ligne 7 au Conseil de sécurité, pour qu'il oblige le Maroc à se retirer du Sahara occidental. Alors comment la France pourrait trouver sa carte à jouer si on changeait de régime, on va dire aujourd'hui, en essayant sans trop perdre, sans avoir trop d'inimitié d'un ami historique qui est le Maroc, puisque l'histoire a fait les choses ainsi, et tout en facilitant les vœux d'autodétermination du peuple sahraoui aujourd'hui? Qu'est-ce qui ferait qu'on ne partirait pas ni sur un conflit militaire pour commencer, mais en même temps une diplomatie intelligente qui permette, en tout cas aux indépendantistes du Sahara, de pouvoir arriver vers quelque chose? Moi, que je suis dans ce problème-là, je trouve que les intérêts stratégiques de la France, c'est dans l'indépendance du Sahara. Après l'indépendance du Sahara, toutes les directions de Front Polisario sont francophones. Et aussi le Maroc et l'Algérie vont se réconcilier et ils créent le Maghreb, le Grand Maghreb, pour qu'il y ait une seule force qui négocie avec l'Europe. Et la France peut jouer vraiment ce qu'ils veulent au niveau de son champ des anciennes colonies comme la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. Donc c'est le problème-là qui perturbe toute la région et la France, je pense, dans son intérêt que le problème se règle. Alors, regardons maintenant juste un petit peu plus, un peu plus largement la région du nord de l'Afrique. On voit quand même qu'au-delà des douleurs historiques un peu anciennes, on a des douleurs bien plus récentes avec l'affaire de la Libye. Et on peut supposer quand même que le regard des gens qui vivent sur tout le pourtour du Maghreb, s'il y avait des amitiés qui restaient avec la France pour d'autres raisons culturelles, commence à douter
de ces amitiés. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut encore rattraper La France n'a pas fait bien. Elle a renversé le régime Kadhafi par Sarkozy parce qu'il voulait faire cacher un truc pénal parce qu'il a donné de l'argent pour sa campagne électorale. La deuxième chose, le ministre de la Défense française pendant le printemps arabe a soutenu le régime de Ben Ali en Tunisie. Il soutient le Maroc en contrepartie de tous les Marocains qui se sont réfugiés au Maroc et en Europe et qui maltraitent. Il n'y a pas de droit de l'homme, c'est une monarchie de temps anciens. En même temps, quand je discute avec des Marocains, en général, ils n'ont pas l'air de contester la forme royale de leur régime, même s'ils ne sont pas d'accord avec toutes les politiques publiques qui sont menées. Par la peur, tous les Marocains disent vive le roi. Et dès qu'ils passent le Maroc, ils parlent librement. Mais ils sont même poursuivis par la police ici en France. Ici en France, le régime vit sur la terreur de son peuple. Vous avez quelques exemples comme ça de personnes qu'on devrait fouiller un peu sur Internet pour voir qu'ils ont, dans notre époque tout à fait contemporaine, il y a des... Là, il y a plein de réfugiés marocains ici. Derrière moi, je connais le journaliste qui était dans la télévision de l'État pendant l'information de 8h le soir. Il est là, il demande, avec 4 autres journalistes, il demande l'asile politique. Le nom de ce monsieur-là, il s'appelle Mohamed Lili Radi. Alors, que les gens puissent chercher quand même sur Google facilement, vous pouvez appeler juste le nom de famille. Radi. Lili Radi Mohamed. Non mais en épelé, ça ferait les L-E-I-L-I. D'accord. Radi. R-A-D-I. Ok, je vous remercie. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous auriez quand même un dernier mot à faire passer dans l'espoir de faire avancer quelque chose, si jamais on vous entend? Si, je pense aussi que les citoyens français qui sont vraiment pas engagés avec ce que la France fait dans le monde, qu'ils s'intéressent un peu à notre question de Sahara occidental qui est vraiment très légitime. C'est une question de décolonisation. C'est la dernière colonie en Afrique. Ce que je vous dis, c'est on est solidaire vraiment de citoyens du monde, pas que les citoyens français. On a aussi des militants, des citoyens britanniques, allemands et tout ça. Écoutez, en tout cas, vous nous aurez bien informés sur la situation. Il est vrai que c'est un sujet qui est peu développé par les médias. J'espère que notre entrevue sera bien partagée. Merci. Et que ça permettra de réfléchir à beaucoup de gens. Merci, c'est très gentil. Au revoir. Merci, au revoir.